Ils n'ont pas la parole. Nathalie de Oliveira. Très rapidement sur la question du déficit démocratique, les citoyens et monsieur qui nous interpellent sur l'éloignement et puis l'illisibilité des institutions et de ceux qui les représentent, qui sont tiraillés par un certain nombre de priorités nationales et finalement parfois contradictoires, priorités européennes. Moi, je ne suis pas certaine qu'il n'y ait pas eu d'effort. C'est faux de le dire, de penser on a entendu une phrase tout à l'heure en disant qu'il n'y a rien qui a changé depuis 35 ans ou 50, c'est un mensonge. Les institutions ont progressé. Madame Bélier évoquait l'envergure qu'a pris le Parlement européen en termes de pouvoir depuis 1979 et c'est un fait. C'est pas du tout une promesse non tenue. C'est important d'avoir des institutions qui fonctionnent pour pouvoir justement proposer quelque chose de différent qui impacte le bien-être et le bien-vivre des citoyens européens. C'est important de le dire, on n'est pas dans une régression constante. On a certainement, on a minimisé, en tout cas on s'est mal préparé à une crise qui avait été annoncée, pas de cet ordre de gravité. Oui, les États, un par un, et les États ensemble au sein de l'Union européenne, mais ça ne signifie pas, on n'est pas sur le chemin de la mise à mort du projet politique européen, c'est faux. D'ailleurs, votre présence dans la salle le montre, et partout dans les départements de France où on en débat. Les initiatives depuis le local, des villes régionales et nationales, même si le national se concentre souvent sur des débats avec seulement quelques têtes de liste médiatiques qui ne servent peut-être pas forcément le projet, en tout cas l'ambition de la prochaine mandature de 2014-2020, parce qu'elle le ramène souvent justement au débat national. Mais voilà, on est chacun, et d'ailleurs même les députés européens, produits de leur propre histoire nationale et des enjeux nationaux qui provoquent des tiraillements parfois complètement illisibles. Et c'est vrai que ce que disait Madame Bélier sur Martin Schulz, moi je défends le projet et le programme, le discours et les mots qui ont été présentés il y a encore quelques jours au lancement de la campagne du PSE. Tous les autres groupes politiques, les autres forces politiques n'ont pas obligatoirement opté pour ce type de format, mais qui, en tout état de cause, au niveau médiatique national, permet le débat. Je crois que, pour revenir avant de passer sur l'enjeu de la politique industrielle, je suis d'accord avec Madame Griesbeck et Sandrine Bélier quand elles défendaient l'importance du leadership et de l'incarnation d'une candidature, parce que c'est ce qui fait défaut et ce qui pointe en fait l'absence, en plus de leadership incarné de force politique, mais de l'espace public européen de débat, qui malheureusement cette fois-ci se résumera à quelques débats télévisés très tardifs et sur des chaînes que personne ne suit, et je le regrette. Sur la politique industrielle, c'est vrai qu'Édouard Martin n'est pas là. Moi, je veux pas de discours mensonger. On a les médias et un certain nombre d'acteurs du monde industriel, je termine, excusez-moi, ont véritablement essayé évidemment de résister à, on a résisté à, le site de Florange est un exemple, mais je ne crois pas que tous les sites, notamment ceux qui sont proches de nous, avaient un destin d'une trentaine d'années sur une production aujourd'hui et liée au marché, aux exigences du marché pour pouvoir vendre et faire vivre évidemment un certain nombre de salariés. Oui, non mais bon. Ce que j'essaie de dire, c'est que évidemment moi et d'autres étions aux côtés du combat d'Édouard Martin et nous avons résisté. Vous le savez, si. Et d'ailleurs, le site n'est pas mort puisque plus de 2200 ouvriers y travaillent encore et que le système de production est en transformation. Bon. Non, c'est d'autres, bien sûr. Madame Griesbeck me dit que c'est pas Édouard Martin uniquement, elle a raison. Évidemment que d'autres intervenants. Bon. Attendez, s'il vous plaît. C'était Laure Ferrari qui devait Alors, monsieur, intervenir. parce que je ne vous vois plus. Donc l'Union européenne, en tout cas la politique sociale et industrielle qu'on nous vend depuis 60 ans, c'est une arlésienne. Pourquoi ?
parce que les institutions européennes sont complètement acquises à cette politique néolibérale. Il faut savoir également qu'il y a des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne et plus récemment les pays de l'Est qui ont vécu le communisme, qui ont aussi envie d'y aller et qui sont aussi dans cette logique ultralibérale. Donc qui suivent, qui sont plus séduits par un modèle ordo-libéral allemand. Donc les Français n'arriveront jamais à vendre le modèle social à la française. Maintenant, le plus gros ennemi économique de l'Union européenne, c'est qui ? C'est la Chine. Regardez, prenez en exemple la Chine. Pourquoi on n'arrive pas à être compétitif ? Bon, déjà parce que eux ont ouvert leur marché, n'ont pas ouvert le marché aux Européens, alors que nous, nos marchés sont complètement ouverts. Ils subventionnent leurs entreprises justement pour tordre le cou à la concurrence des Occidentaux, pendant que nous, et vous devez savoir exactement de quoi je parle, pendant que nous ne pouvons pas, suite au règlement européen, aider nos industries en déficit. Et surtout, une notion qu'on n'a pas évoquée, mais qui est primordiale, ils peuvent dévaluer comme ils le veulent leur monnaie, pendant que nous sommes contraints dans l'euro. Et la réalité, elle est là. Et tant qu'on n'acceptera pas cette réalité, nous aurons des millions de fuites d'emplois. Moi, je vais tenter de faire court. On s'est vu à Florange, on s'est vu au Parlement européen. Je crois que ce dossier et le dossier de la sidérurgie, je l'ai pris vraiment à bras-le-corps, mais pas par complaisance. Parce que moi, je pense qu'on a besoin d'acier et que l'acier a de l'avenir à l'échelle de l'Union européenne. Parce qu'on a la capacité de produire de l'acier propre et de l'acier de qualité, qui est en capacité d'être en compétition avec l'acier chinois, qui aujourd'hui, en effet, c'est 50% de la production à l'échelle mondiale. Si on a échoué, et je vais le dire comme ça, on a échoué sur cette mandature. Et ça reste une priorité pour la prochaine. Malgré le fait qu'on ait un texte au niveau du Parlement européen, donc un rapport sur la réindustrialisation de l'Europe, qui a été porté par un écologiste, surprenant. Et on s'est fait démonter, dans le fond, par les groupes traditionnels, les libéraux. On a porté une résolution acier. Moi, je vais être très à l'aise. Si on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, il y a deux raisons. Un, les égoïsmes nationaux. Et tous ceux qui font prévaloir le national sur l'européen et qui ont joué le jeu d'ArcelorMittal, les Belges contre les Espagnols, contre les Français. Et il a pu s'en sortir grâce à ça. Donc un, ce qui nous a plombé, ce sont les égoïsmes nationaux sur cette question de politique industrielle européenne. Et deux, très clairement, c'est la majorité politique au Parlement européen. Vous regardez la résolution acier, moi je veux bien qu'on soit favorable. Vous regarderez les amendements portés par ArcelorMittal Europe, vous les remarquerez assez rapidement. C'est tous ceux qui disent qu'une politique environnementale, c'est négatif, alors qu'ils bénéficient de crédits carbone, que pendant qu'ils gagnent des centaines de millions d'euros sur des crédits carbone en fermant des usines, en supprimant 40 000 emplois, il se fait de l'argent là-dessus, et il veut continuer à garder le système. La droite et les eurosceptiques, EFD, ECR, ont voté ces amendements. Ont voté les amendements d'ArcelorMittal. On était à 334 voix pour, 321 contre. Ça s'est joué à petit. Donc moi j'ai confiance sur le fait que, et selon la composition, et là donc on parle bien de politique du Parlement européen à la prochaine mandature, si on arrive à réintroduire de la solidarité, et notamment avec les intersyndicales européennes, on peut être en capacité de relancer, de faire pression sur l'Union européenne. On n'a pas le choix. Et si on va sur la transition énergétique, on a besoin d'acier. On en a besoin d'un acier de qualité pour des voitures qui consomment moins. On a besoin d'acier sur une politique énergétique. Les éoliennes, elles sont faites de quoi ? Donc il y a de l'avenir sur l'acier européen. Bon. Et moi, je suis convaincue qu'on a la capacité de redéployer un acier sur notre territoire. Monsieur Gahn. Monsieur Gahn, et après la salle. Je vais vous faire en moins de 3 minutes. Oui. Donc ça va être très vite. Parce que c'est vrai que ces dames ont l'habitude de parler et donc elles parlent bien. C'est super. Je suis très content de les entendre. Ceci dit, la croissance, vous y croyez, vous ? Ça fait 40 ans qu'on nous dit que la croissance va revenir pour relancer l'industrie. Vous y croyez ? Nous, on n'y croit plus. Et je crois qu'on a raison. Quand vous allez dans une aciérie, j'ai visité ArcelorMittal au Luxembourg au mois de septembre, il n'y a pratiquement plus personne dedans. Tout est automatique. Et c'est bien, parce que je pense que le boulot dans une fonderie, dans des hauts fourneaux, c'est pas des boulots faciles.
Et tant mieux si c'est automatisé. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on laisse les gens au bord du fossé? Mais non, on partage le travail, c'est tout. Et au niveau européen, on peut le faire. Et j'ai fait moins de 3 minutes. Bravo, merci.